Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième petite formation en ligne, une capsule sur la tendinite de la longue portion du biceps. Je suis extrêmement heureux que la FQM soit en mesure de vous offrir ces formations pendant le confinement et on a la chance d'avoir Annie Jubinville, massothérapeute du sport, présidente du volet Québec de l'Association canadienne des massothérapeutes du sport et TFP aussi. On a la chance de l'avoir avec nous. Elle nous offre cette formation gratuitement. Donc, je vais, avant de l'inviter sur le live, je vais vous parler des instructions rapidement pour cette diffusion en direct. Donc, c'est une formation gratuite et reconnue à votre dossier en tant que massothérapeute à la FQM. Il n'y aura pas d'attestation. C'est vraiment une capsule de 90 minutes avec les questions au total. Pour faire reconnaître cette formation, vous devez remplir un questionnaire. Le lien se trouve dans la description, bien en évidence, au-dessus de cette vidéo. Et selon où vous la regardez, des fois, elle a été partagée, c'est peut-être en dessous, mais c'est dans la description de la vidéo et on l'a mis très en évidence. S'il vous plaît, cherchez-la avant de nous écrire parce qu'on a eu à peu près 300 fois la même question la semaine passée et c'était assez facile à trouver. Donc, merci pour votre collaboration là-dessus. Ensuite, c'est une diffusion en direct. Donc, c'est normal que la qualité du son ou de la présentation visuelle soit diminuée. La résolution est plus faible pour arriver rapidement chez vous, mais la rediffusion par après, dès la fin du live, vous allez pouvoir écouter la vidéo en direct, pas en direct, en rediffusion. Et puis, elle va être vraiment ça sera pas saccadé, le son sera bon, l'image sera bonne. Vous pourrez bien lire les diapositives si vous avez un peu de difficulté pendant le live, OK? Donc, pardon. Donc, on a déjà 150 personnes qui nous écoutent en direct. On est extrêmement content de vous avoir avec nous. Écrivez-nous bonjour dans les commentaires et puis on va pouvoir interagir avec vous à la fin en répondant à vos questions. Donc, assurez-vous d'avoir la meilleure connexion Internet possible. Si vous n'avez pas une bonne connexion Internet, votre expérience risque d'être moins bonne. Donc, tu sais, essayez de rafraîchir votre navigateur et tout ça, mais on va pas interrompre la formation pour régler des problèmes à gauche à droite. La rediffusion va être parfaite et puis on vous invite à la regarder. Donc, comment faire pour avoir la meilleure connexion Internet possible? Rapprochez-vous du Wi-Fi, branchez votre ordinateur directement avec un fil sur Internet si possible. Évitez que d'autres personnes utilisent Internet beaucoup en même temps que vous. Si quelqu'un écoute une série Netflix en même temps, ça regarde mal. Demandez à vos voisins qui sont sur votre Wi-Fi de arrêter de l'utiliser pour une heure. Il fait beau dehors, on va prendre une marche à la place. Et fermez les fenêtres sur votre appareil, les programmes qui roulent en ce moment, les applications sur votre téléphone. Fermez tout ce qui n'est pas nécessaire pendant qu'on regarde la formation. Ensuite, préférez un appareil avec un grand écran, une tablette ou un ordinateur afin de mieux voir les diapositives. Encore une fois, ça se peut que vous les voyez un peu flous pendant le direct, mais en rediffusion, ça va être très clair. Bon, Facebook est fortement utilisé pendant le confinement. Il y a beaucoup de diffusion web, diffusion vidéo qui se fait. C'est normal qu'il y ait des décalages ou des coupures. Encore une fois, la rediffusion sera sans décalage. Voilà. Notez que vous devrez patienter une fois que vous aurez rempli le questionnaire. Vous devrez patienter avant d'avoir une confirmation. Il y a des centaines de participants. La dernière fois, on a eu 200 entrées de questionnaire. Et on travaille sur un système pour que ça soit exporté vers les dossiers de manière efficace et rapide, mais ça sera pas tout de suite. Donc, quand vous appuyez sur terminer, c'est important d'appuyer sur terminer après le questionnaire. Eh bien, ne vous inquiétez pas, les données sont là, on a bien reçu vos réponses et puis soyez juste patient avant d'avoir une confirmation. Enfin, dernière petite remarque, on est extrêmement heureux, reconnaissant d'avoir une présentation offerte avec une massothérapeute avec autant d'expérience et un parcours aussi impressionnant. Les diapositives ne seront pas partagées en PDF, ok? Elles font partie d'une formation payante plus grande et on comprend ce désir-là de notre intervenante aujourd'hui.
Et voilà, donc merci énormément pour la générosité de nous offrir la présentation live. Et puis, vous pourrez voir les diapositives là, en rediffusion si c'est moins clair. Donc, cela dit, on s'installe confortablement. Si vous n'avez pas déjà une tasse de thé, un café ou quelque chose, vous n'êtes pas encore assis au bord du soleil avec sur le bord de la fenêtre avec cette belle journée qu'on a aujourd'hui, eh bien, faites-le. Et puis, on va commencer sans plus tarder. On est déjà à 160 personnes. Alors, une belle main d'applaudissement virtuel pour Annie Jobainville. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais vous remercier de prendre ce temps-là pour m'écouter pendant le confinement, pour perfectionner vos connaissances, puis reviser certains trucs. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette conférence sur la tendinite de la longue portion du biceps. J'ai choisi de parler de ça parce que c'est quelque chose qu'on voit quand même souvent en clinique, mais qui est un petit peu négligé. Les patients ont des symptômes. Des fois, ont vu des physios ou des chiro ostéo avant. Parfois, non. Puis, je vais essayer de vous outiller, dans le fond, là-dedans pour essayer de, la reconnaître. Puis, si vous la voyez, que vous voyez qu'il n'y a pas de suivi en physio ou en ostéo, de pouvoir référer aussi et de pouvoir faire des techniques qui ne blesseront pas ou aggraveront pas la tendinite si vous suspectez qu'il y en a une ou si vous êtes au courant qu'il y en a une. Donc, comment on va travailler les muscles autour, puis déceler, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait être dangereux pour la tendinite. Génial. Écoute, Annie, j'aimerais ça que tu te présentes. Moi, je vais m'éclipser pour que tu sois complètement seul à l'écran, là. Et puis, vraiment, est-ce que tu pourrais nous faire juste un petit survol de ton parcours en massothérapie? Oui. Pour ceux qui me connaissent pas, dans le fond, moi, j'ai commencé ma carrière comme TRP. Ça fait plus de 15 ans que je suis TRP. Ça fait plus de 14 ans que je suis massothérapeute aussi. J'ai été certifiée comme massothérapeute du sport avec l'Association canadienne des massothérapeutes du sport en 2017. Depuis, j'ai voyagé avec des équipes, je travaille avec des équipes nationales, des athlètes élites. J'ai été au Pan-Pacifique en Australie avec les paranatations. Je suis allée faire des camps d'entraînement en Virginie avec des cyclistes. J'ai fait des championnats internationaux en gymnastique, des championnats provinciaux et canadiens en judo. Donc, c'est pas mal mon background. Puis, dans les athlètes que je traite en clinique, j'ai un petit peu de tous les sports confondus, le hockey, j'ai du football, soccer, natation, plongeon, ringuette, j'en passe. Donc, c'est un petit peu mon background. C'est quoi la ringuette? Excuse-moi, c'est un sport, ça? Oui, c'est un sport. C'est quoi? Ben oui, c'est un sport. Ringuette? Oui. Je connais pas ça. C'est comme du hockey avec c'est comme un filet en plastique, là. Bref, ça existe. C'est comme un ballon. Écoutez, je vais m'informer, là. Je c'est dur à expliquer. C'est pas un sport que je côtoie beaucoup. OK, super, ben génial. En tout cas, fait qu'on voit que Annie a vraiment une immense expérience en massage sportif et en tant que massothérapeute du sport. Avant de commencer, tu pourrais peut-être nous dire juste c'est quoi un massothérapeute du sport versus quelqu'un qui fait du massage sportif? Oui, en fait, la formation est très différente. Massage sportif, c'est la base. Donc, pour faire le massothérapeute du sport, évidemment, il faut avoir fait un massage sportif. Mais avec l'Association canadienne, dans le fond, c'est un programme qui s'échelonne à peu près sur 5 ans où on doit accumuler au total à peu près 1500 heures minimum de formation continue. Ensuite, on a 500 heures terrain à faire pour pouvoir cumuler des heures avec des athlètes, dans le fond. Puis chaque heure, chaque minute compte. Il doit être approuvé par des signatures, que ce soit les responsables et les athlètes. On a des cours postgradués à faire de physiologie sportive, psychologie sportive, blessure sportive, puis 2 gros examens dans le fond, un théorique qui résume vraiment tout autant en massothérapie, les manœuvres, les systèmes qu'on voit, les contre-indications, un peu de nutrition. C'est très gros, là, c'est un gros examen de 120 questions théoriques, puis on a un 4 heures de pratique en examen aussi pour pouvoir être certifié. Ce processus-là, dans le fond, répond aux normes du Comité canadien olympique. C'est ça. Donc,
pour être massothérapeute du sport, il faut répondre aux normes du Comité canadien olympique pour pouvoir faire partie d'équipes de massothérapeutes qui suivent des athlètes à l'international au standard canadien. Hein. Dans notre province, la massothérapie, il y a beaucoup plus d'heures de formation. Donc, c'est en tout cas, moi, quand j'ai appris c'était quoi un massothérapeute du sport, j'étais impressionné par tout ce qu'il fallait faire et les efforts là, incroyables là, pour atteindre ce standard canadien. Donc, ben voilà. Donc, on a quelqu'un avec nous qui a beaucoup d'expérience, qui est très persévérante hein, pour se rendre jusque-là. Et j'aimerais noter aussi que tu es présidente du volet Québec de l'Association canadienne des massothérapeutes du sport. Donc, voilà. Alors, ben écoutez, moi, je vais m'éclipser et on va se lancer dans cette belle formation. Merci beaucoup d'être avec nous. On s'enligne pour 1h30 là, au total avec présentation et toutes les questions, on les prendra à la fin. Comme ça, s'il y a des personnes qui nous quittent en cours de route, ils manqueront pas d'informations là, de la présentation. Donc, voilà, tu as juste à dire prochaine diapositive et puis moi, je change ça. OK? C'est bon, tu peux partir avec la prochaine. C'est parti! Pour commencer, je vais faire un rappel anatomique parce qu'il y a beaucoup de structures qui gravitent autour de l'épaule, que ce soit osseux-ligamentaire, musculaire, qu'on va voir sur d'autres diapos. Aussi, donc, le tendon va passer dans la coulisse bicipitale qu'on voit sur l'os, qui est un creux, un sillon, dans le fond, sur l'humérus. Il va aussi, dans le fond, aller s'attacher sur le labrum que l'on ne voit pas, mais qui est une partie à l'intérieur, dans le fond, entre la cavité glénoïdale puis la tête humérale, où il va avoir le labrum. Donc, le tendon du biceps va venir s'attacher là. Mais si vous voyez, il y a toutes les autres structures aussi. Donc, il y a notre clavicule qui est là, il y a la scapula qui est là aussi, qui va venir coincer d'autres tendons, d'autres fascias qui vont pouvoir irradier au niveau des symptômes aussi. Donc, c'est pour ça que je voulais faire une petite révision visuelle. Et il y a tous nos ligaments qui sont par-dessus ça, qui sont entre les os, qui vont venir aussi faire une certaine stabilité, mais qui peuvent être irrités aussi dans certaines conditions. Donc, on va passer à la prochaine diapo, Raphaël. Sur cette diapo-là, vous voyez plus les tendons, dans le fond, qui viennent s'attacher, puis les fascias. Donc, on va juste reviser un petit peu. Sur le dessus, on a notre supraépineux qui s'en vient, qui est aussi le sus-épineux sur l'image. C'est le même muscle. En avant, on a le sous-scapulaire qui est à l'intérieur de l'aisselle, dans le fond, qui vient comme plafonner, dans le fond, la scapula en antérieur. Et il y a le tendon du biceps que vous voyez qui passe en dessous du fascia du sous-scapulaire qui va être irrité aussi souvent dans les tendinites, la longue portion du biceps parce qu'ils sont dans le même fascia, que ça va être quelque chose qui va être intéressant à tenir compte quand on va aller traiter le sous-scapulaire, entre autres. On peut passer à la prochaine diapo. Je vous ai mis ici le schéma, dans le fond, plus global de tout ce qui vient s'attacher proche de notre biceps qui pourrait venir soit faire des tensions, coincer notre tendon, irriter. Je m'excuse, Annie, je m'excuse. Oui. Là, comme on ne peut pas pointer vers les choses que tu décris, là, bon, juste dire aux membres, on ne peut pas pointer, ça ne fonctionne pas malheureusement avec ce logiciel-là. Alors, est-ce que tu pourrais juste décrire plus longuement ce qu'on voit puis diriger les gens là, qui ont peut-être moins d'expérience ou qui ont besoin d'un rafraîchissement? Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'informations à l'écran, il y a beaucoup de mots à lire, il y a beaucoup de muscles. Juste ralentir un petit peu puis décrire en détail ce qu'on voit pour que ça compense un peu pour le fait qu'on peut pas pointer là. Oui, tout à fait. En fait, cette diapositive-là, si on part à gauche de l'écran, en haut, on a notre os qui est beige, là, qui est la clavicule. On a tous les muscles du cou qu'on ne voit pas puis qu'on ne s'intéressera pas pour l'instant, qu'on voit là, les muscles rouges qui partent vers le haut, c'est nos muscles du cou. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est dans le fond, entre la clavicule et le sternum, là, qui font comme un 90 degrés, on a un gros muscle qui est là, qui est notre pectoral. Celui qu'on voit, c'est le grand pectoral. En dessous, il va avoir le petit pectoral qu'on va revoir. Ce muscle-là, il vient s'attacher aussi sur le côté, dans le fond, de la coulisse bicipitale que je vous ai parlé tantôt.
plus à gauche, complètement en haut, entre la clavicule dans le fond puis le pectoral, il va y avoir notre deltoïde. Celui qu'on voit en ce moment, c'est le deltoïde antérieur, puis on voit une petite partie du deltoïde moyen qui vont venir passer dans le fond par-dessus notre pectoral et par-dessus notre tendon du biceps. Si on descend vers le bras, le gros muscle qu'on voit, c'est notre biceps. Donc, avec le tendon blanc qu'on voit qui descend vers notre coude, celui-là, c'est le biceps. Les muscles, il y en a d'autres alentours qu'on n'a pas nécessairement besoin de savoir, mais derrière, on a le triceps qu'on voit un petit peu. Et dans les muscles de l'avant-bras qui vont nous servir, si vous descendez vraiment là, en bas de la ligne blanche dans le coude, on a le brachioradial qui est le muscle qui arrive le plus à gauche de l'écran. C'est ceux-là qu'on va s'intéresser le plus. Les autres, je vais les laisser tomber à gauche. À droite, excusez-moi, c'est dans le dos. Donc, ce qu'on voit, c'est le supraépineux complètement en haut, qui est dans l'espèce de V entre les deux os, entre le bord de la scapula puis notre épine scapulaire. Juste en bas, c'est notre infraépineux qui va faire partie de la coiffe des rotateurs. Et l'autre qu'on va voir pour aujourd'hui, c'est le triceps, dans le fond, qui descend tout le long du bras, qui est notre antagoniste avec le biceps. Les autres, je vais les laisser tomber pour aujourd'hui. On peut passer à la prochaine diapo. On va aller voir maintenant plus en détail le biceps comme tel. Qu'est-ce qu'il fait, notre biceps? Si vous voyez sur l'image, dans le fond, vous voyez les deux faisceaux du biceps, biceps pour deux faisceaux. Il y a un faisceau qui est le plus haut, qui s'attache sur notre processus coracoïde, qui est la petite bosse au niveau de l'os, là, quand on vient palper, qui est très sensible en général. Le deuxième faisceau, on n'a pas accès à son attache, mais il s'attache sur la partie du labrum, qui est entre la cavité glénoïdale, dans le fond, puis notre tête humérale. Le labrum vient comme couvrir cette portion-là, puis le tendon du biceps va s'attacher directement dessus sur la portion antérieure. Si on descend maintenant notre biceps dans le coude, il va venir s'attacher avec le tendon blanc qu'on voit sur notre tubérosité radiale, qui est au niveau à peu près 1 pouce en bas de notre pli du coude, pour ceux qui veulent le visualiser. C'est là qu'il va venir prendre son attache au niveau de l'avant-bras. Son rôle principal, dans le fond, si on parle de l'attache plus au niveau de l'avant-bras, ça va être la supination. Donc, quand on vient tourner notre poignet vers l'extérieur, comme si on voulait ouvrir une porte, ce mouvement de supination-là est contrôlé en grosse partie par l'attache qui est au niveau de la tubérosité radiale. Puis, ses actions principales au niveau de l'épaule, ben, ça va être, et du coude aussi, ça va être la flexion de l'épaule, donc quand on lève notre bras vers l'avant. Et flexion du coude, donc quand on veut faire, comme si on voulait faire des poids et qu'on voulait ramener le poids vers notre épaule. Ça, c'est nos mouvements principaux du biceps. Puis, dans le fond, c'est important de savoir que ces actions principales, c'est pas mal le seul à les faire, mais il y a d'autres petits muscles qui vont venir l'aider à faire flexion de l'épaule, qui vont aider aussi au niveau de la flexion du coude aussi. On a le brachioradial qui en fait un petit peu. Donc, il y a quand même d'autres muscles qui viennent l'aider, mais c'est quand même lui qui fait la job principale pour la flexion du coude, la flexion de l'épaule et la supination du bras, de l'avant-bras, excusez. Qu'on peut passer à la prochaine diapo. C'est important de connaître la différence entre une tendinite et une ténosynovite, même si c'est pas nous qui faisons le diagnostic, que ça va être un physio, par exemple, qui va faire le diagnostic ou un médecin, pour que quand on le voit passer dans les dossiers, qu'on sache la différence entre la tendinite et la ténosynovite, parce que notre traitement va être un petit peu différent entre les deux. Il y en a un qui, au niveau d'inflammation, a beaucoup plus d'impact, puis c'est beaucoup plus long à guérir. Que si on regarde, dans le fond, la tendinite, pour commencer, qui est notre image dans le milieu, notre tendinite, c'est une irritation du tendon. Ça touche pas à la gaine qui est autour, ça cible vraiment uniquement le tendon, puis c'est une irritation qui s'est causée dans le tendon, là, qui crée des petits signes inflammatoires, pas souvent visibles. Habituellement, on les voit pas.
Mais si on regardait le tendon au microscope, on verrait des micro-déchirures, on pourrait voir de la rougeur, de l'inflammation qui va être présente, dans le fond, au niveau local du tendon. Si on regarde la ténosynovite, c'est une tendinite, mais caractérisée par une inflammation du tendon et de sa gaine. Donc là, on parle d'une inflammation qui est un peu plus globale. Dans le cas de la tendinite, la gaine, elle pouvait quand même bouger librement, puis elle n'était pas inflammée. Dans la ténosynovite, c'est que les deux sont inflammés et souvent, ils vont venir faire une adhérence entre les deux qui fait aussi que la gaine ne glissera plus bien sur notre tendon, qui va compliquer un peu au niveau de la guérison. Puis souvent, les douleurs et les symptômes de la personne vont être un peu plus intenses aussi. Ça peut amener une raideur articulaire, ça peut amener un gonflement au niveau de la gaine et du tendon. On peut le palper dans le cas des ténosynovites, des fois ce gonflement-là. Évidemment, il va y avoir plus de douleur. Les symptômes de la ténosynovite sont handicapants, plus que la tendinite. La tendinite, souvent, ça va être uniquement au mouvement que les gens vont le sentir. S'ils font une flexion du coude, par exemple, ou prennent une tasse ou quelque chose, ils vont nous rapporter une douleur au tendon. Tandis que la ténosynovite, ça peut être même au repos qu'ils vont sentir ces symptômes-là. Parce que la gaine est en prise avec le tendon, ça limite notre mouvement, dans le fond, dans l'articulation, ça limite la fluidité du mouvement. Souvent, le traitement de la ténosynovite, c'est malheureusement pas en masso qu'on peut faire quelque chose. Ça va être majoritairement du repos, des infiltrations de cortisone qui peuvent être faites. Dans certains cas, ils vont aller avec une chirurgie parce que ça va être soit trop enflé ou trop déchiré ou il va y avoir trop de séquelles au niveau du tendon. À ce moment-là, ils vont aller vers une chirurgie ou s'il y a une déchirure qui se crée due à l'inflammation et la douleur. Tandis que la tendinose, c'est quelque chose qu'on verra pas beaucoup aujourd'hui, mais je vous l'ai quand même mis dans les schémas. La tendinose, comme vous voyez, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de signes inflammatoires autour, mais il y a quand même une irritation de notre tendon qui est pas guérie complètement ou qui reste encore des micro-déchirures qu'on peut traiter en massothérapie puis aller soulager, dans le fond, tout ce qui est musculaire, autant le muscle même que les muscles qui sont avoisinants. Puis, on peut aussi aller faire des petits rapprochements, des choses comme ça pour aider au niveau de la guérison du tendon. On va pouvoir passer à la prochaine diapo. On peut passer à l'autre. La tendinite, dans le fond, il y a plusieurs choses qui vont causer ça, mais les causes principales qu'on voit en clinique puis qu'on peut avoir un effet, ça va être une biomécanique qui est pauvre. Donc, quelqu'un qui a les épaules très enroulées, par exemple, on le voit beaucoup avec des athlètes en natation, en gymnastique, où il y a les muscles antérieurs, donc pectoraux, biceps sont très, très, très forts et très faibles en arrière. Donc, ça va avoir une posture qui va être différente au niveau de ça va venir coincer notre tendon, dans le fond, en avant. Plus on a les épaules enroulées, plus notre tendon est comme twisté sur lui-même et il vient se coincer et causer des douleurs. Évidemment, un manque de contrôle musculaire. Si on n'a pas une bonne mécanique au niveau de la musculature, si on a des muscles qui sont vraiment débalancés au niveau antérieur versus postérieur, on n'aura pas le contrôle au niveau de la scapula. Et si on n'a pas ce contrôle-là au niveau de la scapula, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait un mouvement avec notre épaule, que ce soit en flexion, en abduction, notre épaule, elle vient compenser, puis elle vient faire un mouvement qui irrite finalement notre tendon, au lieu de forcer dans son angle, dans son axe comme il devrait forcer. Que ça va être important d'aller corriger, dans le fond, ce manque de contrôle-là pour être sûr que notre scapula versus l'humérus bouge bien un par rapport à l'autre pour que nos mouvements soient purs, qu'ils soient bien reproduits, puis qu'ils ne viennent pas créer cette tension-là ou ce coincement-là pour le tendon. Le débalancement musculaire, ça va être souvent associé avec le pectoral qui va être très fort en avant. Hein, dans la vie de tous les jours, on fait tout par en avant. On prend des choses par en avant, on va chercher quelque chose dans l'armoire,
on masse, tous nos mouvements principaux sont par en avant, donc nos muscles en arrière sont toujours en débalancement si on les renforce pas bien. Nos muscles qui vont être forts, c'est le pectoral, le grand pectoral, petit pectoral qui va être très coincé. Trapèze supérieur qui va être très fort, il va emmener nos épaules beaucoup vers le haut. Puis le pectoral, lui, va emmener nos épaules beaucoup vers l'intérieur, donc un enroulement de nos épaules. Si on compare dans le dos, les muscles qui vont venir qui devraient plaquer notre épaule, notre scapula sur la cage thoracique. On pense aux dentelés antérieurs, on pense aux trapèzes inférieurs, tous nos rétracteurs scapulaires, donc les rhomboïdes, trapèzes moyens, le sous-scapulaire qu'on parlait tantôt, qui est dans l'aisselle, qui est souvent très coincé, mais qui est souvent très faible, viennent toutes tirer et débalancer finalement notre scapula vers l'avant. Puis en arrière, on n'a rien qui la retient pour venir plaquer notre scapula sur la cage thoracique pour faire un mouvement optimal. Donc, ça va être important quand on va aller masser, on va en reparler un peu plus tard, mais quand on va aller masser, d'aller tenir compte de ça, puis de peut-être pas relâcher autant nos muscles postérieurs, mais de relâcher beaucoup ceux en antérieur, puis de comprendre que si nos muscles en postérieur sont tendus, ça vient aussi de ce débalancement-là qui vient du manque de force, en fait, du muscle. Et c'est pour ça que le muscle va se contracter et être spasmé souvent en arrière. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent des patients qui arrivent avec des douleurs scapulaires, un point au niveau de l'omoplate, des points dans les trapèzes, sous-scapulaires dans l'aisselle pour ceux qui le travaillent. C'est des places où on voit souvent des tensions, mais c'est souvent associé à un manque de force de ces muscles-là. Une posture déficiente qui emmène un pincement sous-acromial, c'est un petit peu ce que je disais tantôt avec l'enroulement des épaules, avec les épaules surélevées. Ça peut venir d'une blessure. Si on compense dû à une blessure, on va aussi emmener des mécanismes de protection qui vont venir faire un coincement au niveau de notre tendon dans la portion supérieure de l'épaule. On peut passer à la prochaine, Raphaël, s'il te plaît. Il y a aussi des causes traumatiques qu'il faut faire attention avec la longue portion du biceps. La tendinite, dans le fond, peut venir d'une chute qui occasionne une blessure à l'épaule. Donc, si je tombe le bras complètement en extension derrière, comme si j'ai glissé, par exemple, sur la glace et que je viens me retenir avec ma main par en arrière, ça peut venir créer effectivement une tendinite au niveau de la longue portion du biceps parce qu'elle est en étirement à ce moment-là, en plus de recevoir l'impact à la chute. Ça peut être une levée de poids excessive. Donc, si je lève des poids, des charges répétitives, puis que j'ai pas une bonne biomécanique, par exemple, au niveau de mon épaule et que tous les jours, je reproduis ce mouvement-là, ou que je viens lever une charge qui est beaucoup trop grosse puis que mon biceps n'est pas capable de le soutenir, à ce moment-là, on peut aller chercher aussi une tendinite qui va être créée par traumatisme au niveau de la longue portion du biceps. Et ça pourrait aller toucher aussi notre coiffe des rotateurs qu'on parlait tantôt, là, qui est pas très loin, dans le fond, de notre tendon du biceps, qui peut être aussi en cause dans ces traumatismes-là. Une surutilisation découlant d'activités répétitives, évidemment, on pense à nos gymnastes, on pense au volleyball, on pense au cirque, dans la vie tous les jours, toutes nos personnes aussi qui ont des travails qui se passent en haut de leur tête, donc des charges qu'on met sur des caisses, des coiffeuses, que ça pourrait être vite comme ça, là, c'est ceux qui me viennent en tête. Mais tout ce qui se passe en haut de nos épaules, même des musiciens, par exemple, s'ils jouent du violon ou des choses comme ça et qu'ils sont tout le temps avec le violon en hauteur, peut emmener une surutilisation au niveau de notre tendon. Les mouvements rotatifs soudains de l'épaule, donc si j'ai un traumatisme avec mon épaule qui est en rotation comme sur la dernière image, où mon tendon va être complètement étiré et coincé, peut emmener une tendinite dans le fond par irritation au niveau de l'épaule. Quand c'est des causes traumatiques comme ça, c'est heureusement et malheureusement, là, si c'est quelque chose qui est répétitif, on peut souvent améliorer le contrôle musculaire, on peut souvent améliorer
ce qui est autour pour protéger l'articulation puis les tendons pour que ça ne revienne pas, puis essayer juste de comprendre ce patron-là. Ça va être plus en physiothérapie, ostéo, qui vont donner des programmes de renforcement ou les coachs qui vont donner des renforcements spécifiques pour aller pallier à ça. Mais c'est de comprendre quand même, comme massothérapeute, que si l'athlète fait toujours les mêmes mouvements, ben, il va falloir qu'on travaille son corps en massothérapie de façon différente. Puis, ça veut pas dire d'être obligé de le travailler des deux côtés de la même façon. Si on prend exemple, c'est sûr que mes exemples sont un petit peu plus avec les athlètes, mais si je prends quelqu'un, par exemple, une coiffeuse qui a toujours le bras droit dans les airs, ben, son bras gauche qui est tout le temps plus bas, naturellement, sa musculature sera pas la même à gauche puis à droite, donc on va pouvoir aller travailler différemment à gauche puis à droite pour pouvoir l'aider à se protéger pour diminuer ces blessures-là ou ces risques de récidive-là sur des surutilisations, par exemple, de tendons, des choses comme ça. Si c'est des levées de poids, c'est d'enseigner à la personne de juste bien forcer, de donner des conseils par rapport à la posture, de rentrer nos épaules, de descendre nos épaules. Ça peut être de croiser les bretelles du soutien-gorge pour aider à garder une posture qui est plus en arrière, puis de combiner avec la physiothérapie pour aller chercher un meilleur renforcement. On va pouvoir passer à la prochaine diapo. Je vous ai mis les signes et symptômes de la longue portion du biceps. Je sais qu'en massothérapie, c'est pas nous qui font le diagnostic ou l'impression clinique, mais c'est important de le comprendre, c'est important de reconnaître ces signes-là, même si c'est pas nous qui va diagnostiquer la tendinite, pour que quand que les patients vous arrivent avec des symptômes, avec des choses spécifiques, avec un test qui arrive de physio, que vous soyez en mesure de le comprendre aussi, puis de bien cibler pourquoi cette douleur-là apparaît, puis qu'on puisse mieux le traiter en massothérapie, puis voir qu'est-ce qu'on peut aider à ce tendon-là. Donc, les signes principaux, les symptômes de la longue portion du biceps, les signes, juste pour être sûr que tout le monde suit bien, là, les signes, c'est ce que la personne, on voit, hein, c'est les rougeurs, les choses comme ça. Les symptômes, c'est ce que la personne ressent et vous dit, donc, je dors pas bien, j'ai mal à tel endroit, qui sont plus subjectifs. Donc, il y a une douleur à la face antérieure de l'épaule. Donc, si on regarde mon dessin à droite de l'écran, on voit la tendon du biceps qui passe et qui vient dans la coulisse. La douleur, elle va être très localisée à cet endroit-là. Ça va être vraiment, si je viens palper mon tendon, que je vais le sentir. Puis, la personne, elle va vous le dire, c'est vraiment à l'attache de mon épaule, c'est dans le haut de l'épaule, c'est en avant. Donc, c'est très localisé au niveau du tendon même, rarement au niveau du vaste musculaire. Donc, vous voyez où le vaste musculaire, il commence à peu près à 2-3 pouces en bas, dans le fond du dessus de l'épaule. Puis, la douleur elle va être réellement située dans ces 2 premiers pouces-là environ. Là. C'est rarement plus bas. La douleur peut être seulement présente dans les angles où le tendon est mis en stress. Donc, si je suis en repos, que je force pas, le tendon va être au repos. Il n'y aura pas de douleur associée. Si, par contre, je fais une flexion d'épaule que je dois forcer en levant mon bras vers l'avant, en pliant le coude, à ce moment-là, ça va venir coincer mon tendon, puis la douleur, elle va être présente. La douleur, elle est... la douleur à la concentration, la contraction, musculaire. Si je demande à la personne de forcer dans cet angle-là, donc d'aller résister au niveau de ma flexion du coude ou de la flexion de l'épaule, ça va augmenter le stress sur le tendon, puis augmenter la douleur. C'est quelque chose qu'on va déceler, entre autres, en physiothérapie pour voir si c'est vraiment une tendinite ou pas. Ça fait partie des signes que les physios vont observer. Le test de speed qui est positif, c'est un test spécifique qui est fait en physiothérapie aussi. Dans le fond, c'est une résistance au niveau de la flexion de l'épaule dans un angle en particulier pour voir si ça crée la douleur du tendon. Si ça crée la douleur du tendon, à ce moment-là, on va dire que le test il est positif. Si la douleur elle est reproduite par le test, c'est un test qui est positif, qui devrait être noté en général dans les dossiers des physios. Que si vous le voyez passer, vous savez que c'est la longue portion du biceps. C'est un test qui est spécifique pour ce tendon-là. Douleur à la palpation, comme je vous disais, si vous venez palper au niveau du tendon, vous approchez cette zone-là, la personne elle va vous dire que c'est très sensible, que c'est douloureux.
Si c'est très irrité, la personne ne voudra même pas que vous ayez touché, tellement que ça va être irrité. Une faiblesse à l'épaule, ils vont mentionner souvent, ça va être souvent un symptôme que les patients vont mentionner. J'ai de la misère à lever ma tasse, quand je vais chercher mon assiette dans l'armoire, ça me fait mal. C'est des choses qui vont vous dire, je suis pas capable d'aller me peigner. Souvent, ils vont venir vous dire ça, je suis pas capable d'aller me peigner, me sécher les cheveux, ça me fait mal dans mon épaule. Une diminution d'amplitude, évidemment, si on a de la douleur, que notre tendon est irrité, le corps va vouloir se protéger. Il va limiter l'articulation aux amplitudes où ça fait moins mal, que naturellement, la personne elle va aller dans des amplitudes plus restreintes pour protéger son tendon puis éviter d'avoir cette douleur-là. Je vais quand même vous montrer, même si c'est pas la formation d'aujourd'hui, les signes et symptômes de la coiffe des rotateurs, qui sont des muscles. Je vais garder cette diapo-là juste pour vous le montrer. Mais vous voyez sur le dessus de l'épaule, dans le fond, qui passe en dessous de la clavicule, vous avez le supraépineux. Puis on a le sous-scapulaire qui est en avant, qui sont deux muscles qui font partie de la coiffe des rotateurs. On a aussi l'infraépineux, qu'on ne voit pas sur cette diapo-là, et le petit rond, qui viennent aussi s'attacher très, très, très proche de notre tendon du biceps. Donc, je voulais quand même que vous voyez les deux au niveau des signes et symptômes pour essayer de différencier un petit peu les deux. Puis, d'ajuster votre traitement en massothérapie en fonction de celui qui est le plus proche de ce que vous croyez là, au niveau soit de la longue portion du biceps ou de la coiffe, parce qu'on va masser un petit peu différemment dans les deux cas. On va pouvoir passer à la prochaine diapo qui sont nos signes et symptômes de la coiffe des rotateurs. Si vous regardez à droite, je ne sais pas si Raphaël est capable de grossir un peu l'écran par rapport à ce qu'on voit. Merci. Sur l'image, s'il te plaît. Dans le fond, sur l'image, qu'est-ce qu'on voit? C'est tous nos muscles de la coiffe des rotateurs. Si on regarde en antérieur, on a le sous-scapulaire. Ça, c'est l'image à gauche. Donc, le sous-scapulaire qui est le subscapulaire, c'est la même chose. Le sus-épineux qui passe vraiment en dessous de notre clavicule, qui peut être coincé aussi par des ligaments. Et si on regarde de l'autre côté, qui est en postérieur de la scapula, on a le sous-épineux ou l'infraépineux, qui est le même muscle, qui vient, dans le fond, dans la fosse de la scapula en postérieur, en dessous de notre épine scapulaire. Et un petit muscle tout petit en bas, qu'on voit, qui est le petit rond, qui vient aussi s'attacher au niveau du devant de la coulisse bicipitale, puis qui viennent être très, très, très proches de notre tendon au niveau de la longue portion du biceps. Si on regarde la dernière image en bas, c'est une rupture du sus-épineux où il a été trop coincé, irrité entre les deux et qui va venir vraiment déchirer à la jonction au niveau du fascia et du tendon du sus-épineux, qui est le supraépineux. Raphaël, j'aimerais juste que tu reviennes dans le fond pour le texte à côté. Merci. Donc, tantôt, on parlait d'une douleur qui était plus en face antérieure avec notre longue portion du biceps. Maintenant, on parle d'une douleur qui est un petit peu plus en face supérieure ou un petit peu plus en latéral, en fait, et supérieure pour notre coiffe des rotateurs. Les deux tendons qui sont souvent les plus touchés, ça va être notre infraépineux et notre supraépineux. Même s'ils s'attachent tous à la même place, ils ont tous un faisceau qui arrive un petit peu d'un angle différent. Puis c'est ceux-là qui vont être les plus souvent touchés au niveau de la coiffe des rotateurs. La douleur, elle peut être seulement présente encore là dans les angles où les tendons vont être mis en stress, mais comme ce n'est pas les mêmes mouvements, ce ne sera pas en flexion de l'épaule qu'on va le sentir le plus. J'ai oublié d'enlever. Le troisième point ne devrait pas être là. La douleur à la contraction musculaire, flexion de l'épaule, ça appartient vraiment au biceps, que cette portion-là ne devrait pas être là. Je suis désolée. J'ai oublié de la retirer de la diapo. En fait, ça va être au niveau plus des rotations. La coiffe des rotateurs, elle fait beaucoup de rotations internes et externes de l'épaule, que c'est ces mouvements-là qui vont être plus résistés. Il va y avoir aussi un arc douloureux si on parle plus du supraépineux, donc la portion supérieure, entre 60 et 90 degrés d'abduction. Donc, quand je mets mon bras sur le côté et je lève vers le haut comme ça, entre 60 et 90 degrés, cette portion-ci va être vraiment douloureuse au niveau de l'articulation. C'est là que la personne elle va se plaindre de douleur. En bas de ça, souvent, ça va aller. Passer ça, si on est capable de se rendre parce que la douleur n'est pas trop intense, ça devrait aller aussi. Parce que notre tendon ne sera plus coincé.
Si on parle de l'infraépineux, on va avoir le même arc douloureux, mais on va avoir aussi une douleur en résistance, en rotation externe de notre épaule. C'est la grosse différence avec notre longue portion du biceps où dès qu'on levait en flexion, on venait coincer notre tendon et ça faisait mal. Le test du supraépineux qui s'appelle le MT ou le Full Can Test sont des tests spécifiques pour déceler si c'est une tendinite du supraépineux, ou il y a un test qui s'appelle le test infraépineux qui est fait aussi pour déceler pour le tendon de l'infraépineux. Ce sont des tests que vous pouvez voir dans les dossiers si vous travaillez en collaboration avec des physios que vous allez pouvoir voir qui peuvent être positifs. Même chose pour les tests. Si ça reproduit le symptôme ou la douleur, on parle à ce moment-là d'un test qui va être positif. Il va y avoir quand même une douleur qui peut être présente dans la coulisse bicipitale parce que toutes nos fascias de l'épaule viennent quand même toutes s'attacher sur le devant de notre épaule. Il peut quand même avoir une douleur dans cette coulisse bicipitale-là qui tombe sur notre tendon du biceps. Et notre biceps va souvent compenser aussi pour la coiffe des rotateurs. Donc, c'est possible qu'elle soit sensible ou tendue, même s'il n'y a pas de tendinite au niveau de la longue portion du biceps dans le cas de la coiffe des rotateurs. Il va y avoir une faiblesse à l'épaule qui va être plus généralisée pour le même raisonnement que la longue portion. Si notre douleur ou notre tendon est coincé dans certaines amplitudes, le corps va se protéger. Puis, il va y avoir une diminution aussi des mouvements possibles de l'épaule à l'intérieur même. Dans certains cas, la capsule peut se raidir, se tendre pour éviter certains mouvements. Puis, ça peut aller vers une capsulite ou une bursite qui peut être plus difficile à traiter. On va passer à la prochaine diapo. Les signes inflammatoires qui sont importants à reconnaître en massothérapie parce que c'est des choses qu'on ne pourra pas aller toucher. Si au niveau du tendon, il y a une rougeur, une chaleur, une enflure, comme je vous parlais au niveau, un gonflement, dans le cas de la ténosynovite, une grande sensibilité au toucher où on a de la misère à mettre nos doigts sur le tendon puis à l'écraser un petit peu. S'il y a vraiment une grosse capacité fonctionnelle qui est diminuée, donc la personne a dit je suis pas capable de faire mes choses, je suis pas capable de prendre une tâche, je suis pas capable de me brosser les cheveux, il faut faire attention en massothérapie parce que ça veut dire que le tendon est encore très, très, très irrité. Donc, si on va masser dans cette zone-là, on peut aggraver les symptômes dans le fond de la personne. Puis, on peut aussi diminuer la capacité de guérison du tendon parce qu'on va tellement l'irriter qu'en bout de ligne, on va repartir le processus inflammatoire. Puis, la personne, à ce moment-là, peut avoir de la douleur un bon 48-72 heures après, même des fois une semaine après, si on vient irriter ce tendon-là. Et là, c'est juste plus compliqué au niveau de la guérison. Puis, les patients, en général, nous aiment pas beaucoup dans ce temps-là. Subjectif, dans les signes inflammatoires, la personne va mentionner qu'elle a une douleur, qu'elle est irritée, qu'elle reste irritée plus longtemps que 48 heures après le traitement. Dans certains cas, si on a été irrité, la personne, ça peut aussi amener des difficultés à dormir dû à la douleur. Ils ont été obligés de prendre plus d'anti-inflammatoires, ils ont été obligés de prendre plus d'antidouleurs. À ce moment-là, il faut faire attention puis reviser ce qu'on avait fait comme traitement ou aviser avec un autre professionnel de la santé si on n'est pas capable de le traiter ou si c'est quelque chose qu'on a un doute. N'hésitez pas à référer aussi dans ce cas-là. La prochaine diapo, Raphaël, s'il te plaît. C'est important de savoir que dans une précaution, dans le fond, les sages inflammatoires, c'est important de ne pas faire de friction ou d'aller frotter au niveau du tendon. On peut le faire, les frictions, mais seulement dans le cas d'absence de signes inflammatoires. Donc, la personne est déjà en réhabilitation, elle a déjà des exercices, elle est capable de faire ses nuits, elle recommence à faire du renforcement. À ce moment-là, on peut aller travailler notre tendon en massage pour aller dégager toutes les adhérences qui peuvent être créées par les fascias, aller travailler notre musculature autour, mais on fait attention aux frictions transverses sur le tendon. Vous abstenir là, si vous n'avez pas la formation pour, ça peut réellement augmenter les symptômes inflammatoires de la personne. Les interventions en général, je vous ai mis physio-ostéo. Je sais que certains chiro vont en traiter.
Mais c'est surtout pour que vous compreniez aussi ce qui est fait par les autres thérapeutes pour pouvoir combiner avec votre massage. Puis, si vous parlez avec un physio, un ostéo d'une tendinite, vous allez au moins savoir de quoi ils font, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font avec la tendinite en clinique. Ben c'est sûr que tout dépendant des stades, ils vont aller faire du renforcement musculaire selon tolérance. Ils vont aller faire de la mobilité au niveau de l'articulation, s'assurer que la gléno-humérale elle bouge bien dans la cavité glénoïdale, que c'est au niveau la membrane interosseuse au niveau de l'avant-bras, dans le fond, bouge bien aussi, que mon radius versus mon ulna bouge bien un par rapport à l'autre aussi, vu que la tâche du biceps va aussi sur l'avant-bras. Il va y avoir une rééducation posturale au niveau ergonomique, donc comment prendre les choses, comment soulever des choses, comment se tenir droite, corriger la posture. Il va y avoir des exercices de proprioception au niveau de l'épaule, du contrôle musculaire. Il va y avoir de la facilitation dans l'environnement sécuritaire à la maison, donc ils vont donner des conseils aussi par rapport à comment utiliser exemple le séchoir, y a-t-il d'autres alternatives qu'on peut faire, ce genre de trucs-là. Il va y avoir évidemment de rééquilibrer la musculature, donc on parlait tantôt les pectorales qui étaient souvent très têtes, trapèze supérieur très tête. Ils vont aller relâcher ces muscles-là, ils vont aller renforcer le dentelé, trapèze inférieur, trapèze moyen, rhomboïde, grand dorsal va être impliqué aussi pour aller rééquilibrer cette musculature-là. Puis ils vont travailler énormément la proprioception dans différents angles au niveau dynamique pour pouvoir aller corriger, dans le fond, la mise en charge qui est mise sur le tendon du biceps. Sur la prochaine diapo, ça va être plus les traitements en masso. Donc là, ça nous concerne beaucoup. C'est important en massothérapie, comme je vous disais, de faire attention si la personne est trop irritée, on n'ira pas sur le biceps, on va aller travailler les muscles qui sont autour. Donc, les muscles qu'on veut aller relâcher qui sont trop forts, le petit pectoral, le grand pectoral, supraépineux, trapèze supérieur. C'est nos muscles qui sont très, très, très forts et qu'on doit absolument relâcher pour décharger notre tendon du biceps. Ensuite, on va aller relâcher les muscles qui sont trop faibles, mais en parallèle avec le programme d'exercice de la physio. Nous, on va aller les relâcher parce que vu qu'ils sont tendus, ils ont de la misère à forcer comme il faut. On va aller les relâcher pour qu'ils soient capables de forcer comme il faut par la suite. Le dentelé antérieur, le sous-scapulaire, trapèze inférieur, grand dorsal, je ne l'ai pas mis, mais c'est un muscle qu'on peut aller voir aussi. Puis, évidemment, nos rhomboïdes qu'on peut aller chercher. Annie, j'ai quelqu'un qui dit plus lentement, s'il vous plaît. Dans le fond, pour les applications en massothérapie, là, je pense c'était application. Il y a toujours un petit décalage là avec les questions, on les reçoit pas immédiatement. Mais ouais, si tu peux juste imager tout ça, chaque point, ça serait génial. Merci. Pour cette diapo-là? Oui, la diapo, c'est notre dernière, je pense, hein? Oui. C'est ça. Prends ton temps. De toute façon, on a le temps encore en masse. Donc, pour peut-être mettre de la viande autour de l'os puis ralentir un peu pour tout le monde suivre, vu que c'est ça qui nous intéresse, cette partie-là, le plus. Merci. T'es-tu capable de grandir un peu la diapo en même temps? Donc, je vais recommencer la diapo pour le soin de massothérapie un petit peu plus tranquillement. Ce qui est important en massothérapie, dans le fond, c'est d'aller relâcher et d'équilibrer au niveau musculaire tout ce qu'il y a autour du tendon du biceps. Si on prend les muscles qui sont trop forts parce que ils vont être tendus aussi, mais ils vont être trop forts, on parle du petit pectoral qui est en antérieur. On parle du grand pectoral, donc qui vient couvrir aussi notre portion, une grosse portion antérieure et qui vient s'attacher sur l'humérus. Il y a le supraépineux qu'on a parlé, là, qui était en arrière, en haut de l'épine scapulaire, qui vient passer là, sous notre clavicule. Trapèze supérieur aussi, on a parlé que si le trapèze supérieur était trop fort, il va élever nos épaules vers le haut. Donc, on veut essayer de retrouver une posture qui est plus naturelle. Même chose pour le pectoral où on doit aller dégager pour essayer que la personne ait moins d'enroulement d'épaule, qu'elle ait une posture qui est plus saine, qui est plus droite, qui est plus équilibrée au niveau quand on regarde de l'alignement. Un alignement qui est normal, l'oreille devrait être vis-à-vis notre tête humérale. Donc, on ne devrait pas être en enroulement, on devrait être droit, les épaules rentrées vers l'intérieur dans le dos, en fait, en rétraction. Ça devrait être une posture qui est plus naturelle.
Nos muscles aussi qui sont trop faibles vont se tendre, vont devenir tendus parce qu'ils sont trop faibles. Donc, ils n'ont pas la capacité d'aller chercher cette force-là, qu'au lieu d'aller chercher la force, ils se spasment pour se protéger. À ce moment-là, on parle du dentelé. Le dentelé antérieur qui est en arrière, qui est un petit peu en latéral, qui vient, son rôle principal est de plaquer ma scapula sur la cage thoracique pour garder justement mon alignement scapulaire comme il me faut. Puis pour ceux qui le savent, le rite scapulo-huméral, qui est dans le fond, le mouvement de la scapula qui le fait pendant qu'on fait notre mouvement d'abduction, qui est observé. Dans le fond, le dentelé vient plaquer notre scapula pour que le rythme scapulo-huméral se fasse bien et que la scapula glisse bien sur mon thorax. Le sous-scapulaire qui est dans l'aisselle, qui vient faire des engourdissements au niveau des membres supérieurs, qui vient aussi faire des pressions des fois au niveau pectoraux, même pour les femmes, des points au niveau des seins, qui vient directement du sous-scapulaire et que si on relâche pas ça, ça vient mettre un gros stress sur notre épaule. Trapèze inférieur, qui est aussi un muscle qui vient aussi plaquer puis descendre ma scapula vers le bas au lieu de la monter avec le trapèze supérieur. Le trapèze inférieur devrait équilibrer pour essayer de la rabaisser vers l'intérieur et la refaire redescendre au niveau de la cage thoracique. Faire des frictions sur le muscle, on peut, comme je vous ai dit, si on n'est pas dans un stage, une phase inflammatoire, qu'on peut aller masser directement au niveau du biceps de la longue portion dans la coulisse bicipitale. On peut aller masser au pourtour du biceps de la longue portion pour pouvoir aller relâcher toutes les fascias qui sont là aussi, qui viennent tirer sur notre biceps. Mais c'est important aussi d'aller faire des frictions puis d'aller relâcher notre portion qui est au niveau de l'avant-bras, au niveau du coude, parce que ce tendon-là, s'il n'est pas bien souple, vient aussi mettre un stress en rotation sur notre épaule. Ça va être important d'aller relâcher vraiment d'un bout à l'autre le biceps pour l'aider, puis être plus souple, puis avoir cette capacité de glisser dans la coulisse bicipitale sans qu'il y ait une tension ou une surcharge dessus. Ça va être important de travailler les mobilisations de l'épaule. La plupart en ont un petit peu dans leur background en massothérapie, donc d'aller mobiliser un petit peu en rotation, faire des mini-tractions pour ceux qui sont capables de le faire. Mais c'est important aussi d'aller voir notre coude. Notre coude, est-ce qu'il plie bien? Est-ce que les supinations, pronations sont complètes? Pourquoi on va aller relâcher ça? Parce que si j'ai pas ma supination complète, ben c'est sûr que mon tendon est toujours un peu comme en étirement entre son attache supérieure et son attache inférieure, où ça vient mettre un stress énorme sur notre épaule. Puis, c'est des mouvements qu'on utilise beaucoup dans une journée, même si on s'en rend pas compte, la supination. À chaque fois qu'on ouvre une porte, qu'on débarre quelque chose, qu'on prend un sac ou quelque chose, souvent, on va aller avec la supination. Donc, c'est important que ce mouvement-là, au niveau de l'avant-bras, soit aussi complet. On va utiliser des manœuvres qui sont plus douces, donc l'effleurage, pétrissage léger, des drainages. Le tragueur peut être quelque chose qui est intéressant. En sportif, on utilise une manœuvre qui s'appelle le rapprochement. Donc, on va aller rapprocher nos fibres musculaires au lieu de les éloigner pour faciliter la guérison. Un peu comme un tiroir qui serait bloqué, de juste tirer dessus, ça donne rien, mais des fois refermer le tiroir et retirer doucement. Des fois, les choses se sont placées à l'intérieur puis on est capable d'ouvrir notre tiroir. C'est un petit peu le même principe avec les muscles. Si on fait un rapprochement puis qu'on attend quelques secondes, les fibres, des fois, vont se relâcher par elles-mêmes. Puis ensuite, on va être capable d'aller faire un meilleur effleurage, pétrissage, une meilleure manœuvre au niveau musculaire dessus pour la relâcher. C'est important de relâcher, oui, le biceps parce que c'est le muscle principal, mais tous les muscles qui sont antagonistes ou agonistes à ce muscle-là. Donc, le brachial antérieur qui est entre notre biceps puis notre triceps. Le triceps, qu'on va aller relâcher aussi. Notre brachio-radial qui vient partir de notre poignet et qui s'attache un peu plus haut que notre coude, qui vient croiser notre biceps. La membrane interosseuse qui se trouve entre notre ulna et notre radius, qui est une membrane fibreuse un peu croisée, qui permet, dans le fond, la mobilité entre
sur le luna versus radius pour qu'on puisse avoir la pronation et supination. On peut aller la relâcher avec des petites pressions, des petites rotations au niveau de la membrane directement pour aller tout s'assurer que la biomécanique puis que la souplesse musculaire soit complète de l'avant-bras jusqu'à notre épaule, au niveau jusqu'à même de la cage thoracique, parce que tout ça est relié avec les fascias au niveau de l'épaule. Puis, si tout ça vient tirer, ben, ça met un stress supplémentaire sur notre tendon qui essaye déjà, lui, de se guérir. Que c'est important d'aller chercher tous nos muscles qui sont autour. Puis, si vous n'êtes pas certain, ayez pas peur de référer aussi à d'autres thérapeutes, d'autres massos, qui ont peut-être des compétences différentes de vous, qui pourraient peut-être agir plus efficacement. Le client va juste vous remercier si vous le référez à la bonne personne plutôt que de s'ostiner à le conserver puis de peut-être aggraver ou de pas l'aider. Un patient qui est bien référé va vous revenir de toute façon. C'est important de ne pas faire de deep tissue sur une tendinite parce que c'est trop profond puis ça va venir irriter dans le fond nos structures. Et la portion qui s'attache aussi sur notre labrum et que ça, il pourrait avoir une faiblesse au niveau de notre labrum. Si on va trop en deep tissue, on pourrait créer une déchirure à ce moment-là au niveau du labrum. Que c'est important là, dans des cas de tendinite là, de ne pas aller vers des manœuvres qui sont très profondes ou trop brusques au niveau du tendon. On ne veut pas l'irriter, on veut juste l'aider. Je pense que c'était la dernière diapo. Que je vous écoute pour les questions. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir. Hey, merci beaucoup, Annie. C'est vraiment, c'est super intéressant, là. Moi aussi, bon, en tant que masso, j'ai des questions moi aussi, mais on va donner priorité à nos membres, évidemment, qui nous écoutent. Alors, là, on va répondre à toutes les questions pour encore une demi-heure maximum. Alors, gênez-vous pas de les écrire. On est prêt. Donc, on commence. Là, juste une précision. Les diapositives là, ne seront pas partagées. On l'a expliqué au début de la vidéo. Je l'ai aussi expliqué dans les instructions, dans la description de la vidéo. C'est des diapositives qui font partie d'une formation payante et merci de votre compréhension sur ce point. Vous pourrez les voir très bien là en rediffusion, puis la vidéo elle va rester sur le site. Donc, c'est comme si vous les aviez, OK? Donc, voilà, pour ça, c'est réglé. Ensuite, est-ce que tu peux reprendre, Annie, sur le sous-scapulaire et les engourdissements des membres supérieurs? Là? Comment est-ce que ça peut mener à ça, là, des tensions à ce niveau-là? Oui. En fait, le sous-scapulaire, il vient plafonner, dans le fond, notre scapula à l'intérieur de l'aisselle. Donc, si on regarde la scapula juste avec le squelette, on voit le sous-scapulaire en antérieur. Je vais essayer de trouver la diapo, ça va être plus simple, on va regarder ça ensemble. Tu vas l'avoir dans les... Non, elle va être plus précise sur celle avec le biceps. Oui, celle-là. Hop. Ici, là? Oui. Ah, OK, c'est bon. Donc là, juste pour expliquer, là on regarde quelqu'un qui n'a pas de cage thoracique. C'est la vue antérieure. C'est ça. C'est bien ça. Donc, on enlève la cage thoracique, puis ce qu'on voit là, c'est le muscle qui vient devant notre scapula. C'est ça. Donc, pour les personnes là, qui sont moins familières avec ce muscle-là, donc ça, c'est pas le pec qu'on regarde en ce moment, c'est vraiment la cage thoracique est enlevée, puis là, on est dans un muscle qui est collé en arrière de la scapula, finalement. Il est en avant de la scapula. Mais il est en avant de la scapula si on regarde la personne de devant. Oui, exactement. Il vient vraiment plaquer. Dans le fond, la vue qu'on voit en ce moment, le petit pec a été enlevé, le pectoral a été enlevé, la cage thoracique a été enlevée, évidemment tous nos organes. Puis là, on est comme face à la personne, mais sur la scapula. C'est ça. Donc, ce muscle-là, il vient, comme vous voyez, passer par-dessus la coulisse bicipitale puis venir s'attacher en antérieur au niveau de l'épaule. Ce muscle-là, c'est aussi par là que tous nos nerfs passent pour aller dans le bras. Donc, nos nerfs, nos vaisseaux sanguins passent aussi en dessous de ce muscle-là. Si le muscle, il est tendu... Quand tu dis en dessous, c'est... Moi, j'ai pas d'image, hein? Non, mais quand tu dis en dessous, est-ce que ça serait devant ce muscle-là? Non, les vaisseaux sanguins passent en dessous du fascia blanc qu'on voit sur l'épaule.
Donc, Ah, OK, entre OK, la OK, partie OK. rouge qu'on voit du muscle puis le fascia blanc, Donc, en j'essaie dessous de ça, ouais, ouais, en dessous de ça, les vaisseaux sanguins puis nos nerfs vont passer par là. ici, là. Ouais, comme dans la cavité, dans le fond, entre si on veut, entre le processus coracoïde, notre clavicule, à travers ça, là-dedans, nos Ouais, vaisseaux sanguins vont passer qui viennent du cou. ouais. Si notre muscle sous-scapulaire est tendu, comme la plupart des gens, parce qu'en général, il est trop faible, ça vient mettre une pression sur nos nerfs, puis ça vient mettre une pression sur nos vaisseaux sanguins qui sont axillaires, qui vont descendre dans tout mon membre supérieur. Donc, avant-bras, coude, épaules, même les doigts. Que si ce muscle-là, on n'est pas capable d'aller le relâcher, ben oui, on peut avoir des symptômes qui vont apparaître au niveau des engourdissements, des faiblesses, des froideurs, des douleurs même au poignet au niveau du tunnel carpien qui vont venir du nerf. C'est sûr qu'il y a plein d'autres zones, là, je ne veux pas rentrer dans le neurologique, mais il y a plein d'autres zones où les tendons peuvent être coincés, mais ça, c'est un gros spot parce que c'est la base de notre épaule, la base de notre bras. Et notre sous-scapulaire vient souvent coincer ces tendons-là, pas ces tendons-là, ces vaisseaux-là, parce qu'il est souvent, dans 90% à peu près des gens, trop tendu parce qu'il est faible. Que dans 90% de nos gens, il va être trop tendu puis il va venir écraser nos nerfs puis nos vaisseaux sanguins. Évidemment, dans certains cas, il y en a qui n'auront pas de symptômes, mais tous nos gens qui travaillent à l'ordinateur, qui font des travaux répétitifs comme nos coiffeuses, des choses comme ça, souvent, ça va être associé avec des engourdissements. Puis si on relâche juste ce muscle-là, on va diminuer énormément, dans le fond, ces tensions qu'il y a au niveau des nerfs et des vaisseaux sanguins, puis faciliter la circulation et l'oxygénation. Et évidemment, décoincer nos nerfs qui n'aiment pas être coincés puis étirés. Que ça va régler beaucoup de problèmes. Puis le sous-scapulaire, c'est aussi notre muscle qui est en antagoniste, dans le fond, de nos rhomboïdes un petit peu. Et les fameux points qu'on a entre nos scapulas, que les gens viennent, j'ai un point dans le dos, j'ai un point entre nos scapulas, ben souvent, c'est relié avec le sous-scapulaire. Si on relâche le sous-scapulaire, on va aller décharger énormément en arrière, puis dans beaucoup de cas, juste le relâcher, ça relâche aussi notre point en antérieur, en postérieur, excusez. Au lieu de s'acharner sur un point qu'on fait des fois en masso, t'as une tension là, on va aller relâcher puis s'acharner sur ce point-là. Alors que si vous allez voir votre sous-scapulaire, dans beaucoup de cas, vous allez aussi relâcher ce fameux point entre les omoplates que les gens nous mentionnent. Je peux confirmer, moi aussi, j'avais souvent mal à ce fameux point comme très diffus, là. En massant justement, puis quand j'ai compris l'histoire du sous-cap, j'ai trouvé comment étirer ça avec un manche à balai. C'est vraiment, hey, wow, ça fait mal, mais ça fait du bien, là, c'est incroyable, incroyable. C'était vraiment ça pour moi, la cause aussi. Fait que super, ouais, vraiment un travail très efficace à ce niveau-là à faire, un muscle à découvrir. OK, on va passer à d'autres questions. Il y en a... Je peux juste faire une parallèle. C'est un muscle qu'on utilise énormément en masso, que juste pour nous, là, de s'auto-masser au niveau du sous-scapulaire, là, c'est quelque chose qui est énormément bénéfique pour diminuer nos tensions dans nos avant-bras, nos douleurs répétées parce qu'on travaille beaucoup avec nos bras, là, que c'est quelque chose que, effectivement, les massos devraient même faire pour eux-mêmes, là, pour diminuer les blessures et les risques de douleur. Et comment l'automasser? Moi, je fais un étirement avec un manche à balai, là, puis contre le mur, mais qu'est-ce que tu ferais comme automassage là-dessus? Celui qui est le plus simple, mettons, pour monsieur et madame tout le monde, là, vu surtout que je peux pas le démontrer, c'est avec une petite balle. Moi, je prends des balles de tennis, puis je vais me coucher sur le côté. Je vais aller placer ma balle à la bonne place, puis je vais juste rouler, dans le fond, comme ma balle elle va être ici, puis je vais juste rouler, dans le fond, dessus. Peux-tu te reculer, te lever, juste qu'on voit légèrement qu'est-ce qui se passe? Ouais. Si je me lève, je pense qu'on le verra pas. Oui, lève-toi, ça va marcher. Ouais. Oui, ça marche. Donc, on va se coucher sur le côté avec une balle ici, puis on va venir rouler avec notre balle pour essayer de le relâcher. Puis sinon, on peut aller chercher avec notre pouce, coucher sur le dos, puis juste faire une pression dessus en étant couché parce que mon bras va être relâché. Puis aller juste faire une pression directe dessus. C'est une façon simple, mettons, de s'auto-masser. Génial. OK, super pour l'automassage. Donc, merci. C'est une très belle question. C'est un muscle vraiment à découvrir, là.
OK, donc je vais continuer dans les questions. Est-ce que le deep tissue, là, c'est contre-indiqué pour toutes les tendinites ou pour le biceps seulement? Moi, de ce que j'avais vu, puis j'ai pas fait le cours de deep tissue, donc corrigez-moi si je me trompe, mais moi, ce que j'avais vu, c'était pas recommander le deep tissue sur des tendinites parce que le tendon est déjà irrité puis déjà inflammé. Que le deep tissue, vu que c'est profond, ça va trop profondément pour le tendon, puis le tendon va être plus agressé que aidé dans les cas de tendinite. Le seul où je verrais que ça pourrait peut-être être pertinent, c'est au niveau de la hanche, quand on parle de la tendinite très profonde au niveau des fessiers, au niveau même des ischios. À ce moment-là, peut-être que le deep tissue pourrait être utilisé, mais je vais m'abstenir là-dessus parce que je suis pas certaine. Mais pour tous les autres tendons, moi, je le conseille pas parce que c'est quelque chose qui est trop drastique, si je peux dire ça, sur le tendon. C'est trop agressant pour le tendon qui est déjà, lui, irrité puis inflammé. C'est bon, parfait. Donc, une autre question de Sheila. En physio, on utilise le tapping neuroproprioceptif. Je vais mettre le commentaire à l'écran, là, c'est une longue question. Oui, le tapping neuroproprioceptif. C'est ça. Et on favorise la sollicitation des muscles trop faibles, inhiber les muscles trop forts. OK. Est-ce que tu utilises cet outil-là aussi en massage sportif? Puis aussi, est-ce qu'on utilise les ventouses? Oui. Pour le taping, définitivement, oui. Moi, je l'utilise en sportif aussi. On l'utilise en collaboration. Souvent, on va aller chercher un taping qui va être... en fait, il y a plusieurs façons d'utiliser le taping. Il y a un taping qui peut être fait ce qu'on appelle pour inhiber le muscle. Donc, on veut que le muscle soit trop fort, force moins. On va aller faire un taping spécifique pour ça. Ou on peut aller faire l'inverse, un muscle qui est trop faible, puis aller comme stimuler ce muscle-là. Le taping va être différent à ce moment-là avec les forces de tension qu'on va mettre dedans, puis qui va aider le corps à comprendre que c'est ce muscle-là qu'on veut qu'il soit sollicité puis qu'il soit travaillé. Que des fois, on va faire les deux. On va en inhiber un, puis on en stimule un. Des fois, on va juste corriger notre posture de notre tête humérale avec le taping pour dire au corps, c'est dans cette position-là que tu devrais travailler, puis là, on va faire du renforcement avec le taping pour que la personne elle comprenne comment forcer son épaule. Il y a plusieurs façons, effectivement, d'utiliser notre taping neuroproprioceptif. Il y a plusieurs cours qui existent par rapport à ça aussi. Puis je pense qu'il y a autant de taping que de thérapeutes. Là, c'est tant que tu comprends la technique puis c'est logique ce que tu fais, tu peux avoir un effet bénéfique pour le taping. C'est pas une méthode réservée, ça, hein? Ça peut-tu? Faut faire attention. Le taping, si on a un diagnostic d'un physio, une impression clinique ou un médecin, puis qu'on sait que c'est ça le problème, à ce moment-là, on peut faire un taping si on a la formation pour faire le taping. Par contre, si moi, je décide que la patiente vient, c'est la première fois qu'il vient, j'ai pas de diagnostic officiel, mettons, sur la tendinite, puis que moi, je décide de faire le taping, faut faire attention parce que là, ça devient un peu comme une impression clinique. Puis en masso, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. C'est ça. Okay. Il faut juste faire attention avec ça. Mais en général, si on a un diagnostic puis ou on travaille avec une équipe multi, on peut faire le taping si on a la formation. Parfait. Donc, c'est pas une formation qui est limitée exclusivement, mettons, au physiothérapeute ou TRP, parce que toi aussi, tu es TRP. Oui. On le voit en sportif aussi. C'est ça. Donc, as-tu des suggestions au niveau du traitement avec les ventouses? Ça, j'avoue qu'il faudrait que je me renseigne un petit peu plus par rapport aux ventouses, au niveau des tendinites spécifiques. Je sais que ça peut être bénéfique au niveau des vastes musculaires. Donc, si je parle d'aller relâcher, par exemple, mon biceps, ben, je pourrais aller au niveau du ventre musculaire, au niveau des ventouses, ça va. Par contre, au niveau des tendons, je sais pas ce qui est enseigné par rapport à ça, au niveau quand il y a une blessure au niveau du tendon, si on peut aller avec une ventouse ou non sur le tendon. Sur le biceps, je le ferais sur le ventre musculaire, mais s'il n'y a pas de signe inflammatoire au niveau du tendon pour pas irriter trop ma personne. Donc, je le ferais peut-être plus en fin de réadaptation pour aller chercher, mettons, des adhérences ou des choses comme ça qui restent. Je le ferais définitivement pas au début, mais je vais me renseigner là, par rapport au tendon directement s'il y a quelque chose à faire, ça, je suis pas au courant. OK. Donc, utiliser dans le relâchement de tous les muscles que tu as mentionnés là, dans la dernière diapo, hein? Oui, ça, on pourrait aller chercher, mettons, nos muscles au niveau du pec, au niveau du dentelé, du grand dorsal, trapèze inférieur, trapèze supérieur. Ça, je vois pas d'inconvénient à utiliser les ventouses si la personne, elle le tolère bien.
même sur le vase du biceps, s'il n'y a plus de signes inflammatoires et qu'on est en fin de réhabilitation, je vois pas pourquoi que ce serait pas, pas correct. Mais c'est ça. Super. Si le deep tissue est contre-indiqué et que est-ce que la fascia l'est aussi, fasciathérapie? Non, hein, ça, t'en as parlé. Fasciathérapie, on peut le faire sans problème. En fait, même ça peut même aider. Le fascia est quand même beaucoup moins non, les fascias sont très profonds, mais la technique de fasciathérapie est moins agressive que la technique de deep tissue. C'est pour ça qu'on peut y aller, puis on peut aller même chercher les fascias autour du tendon du biceps sans aller toucher au biceps, puis passer doucement en dessous avec nos doigts. Aller chercher évidemment tout le fascia qui englobe toute l'épaule, qui va chercher jusqu'à ma membrane osseuse. C'est des choses qui vont aider énormément d'aller soulever doucement mon biceps, puis d'aller passer en dessous pour essayer de dégager entre le biceps, le brachial, le triceps. C'est quelque chose qui va aider beaucoup. Puis il y a des techniques très douces en fasciathérapie, donc on n'a pas besoin d'être agressif, même si le fascia est profond. OK. Qu'en est-il du drainage lymphatique manuel? Le drainage, on peut l'utiliser. Effectivement, je l'ai pas mis dans les diapositives, mais le drainage peut être utilisé parce que s'il y a une tendinite, il y a de l'inflammation, que si je vais chercher un drainage, puis je vais chercher au niveau de dégager mes ganglions qui sont proches de cette zone-là aussi au niveau de la clavicule, puis que je vais faire un drainage, dans le fond, au niveau de mon tendon délicatement, au niveau de mon ventre musculaire, au niveau des autres muscles autour, je peux aider un peu à libérer cette inflammation-là, puis de l'aider au niveau de sa guérison. Que oui, on peut aller vers du drainage, effectivement. OK. Ensuite, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui te disent un gros merci. Il y a plein de compliments. En tout cas, Annie, je t'envoie la vague. La vague. Merci beaucoup tout le monde, c'est apprécié. Ouais. Si vous voulez me revoir, je vais être là dans à peu près 3 semaines pour des douleurs lombaires aussi. Ah, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Date à confirmer, là. Ça, on s'en reparle. On a un petit planning. OK. C'est pas encore officiel, mais on va peut-être revoir Annie, là, justement, avec une autre belle capsule. OK, j'ai plein d'autres questions, là. Est-ce que cette problématique de la tendinite du tendon, de la portion longue, d'ailleurs, juste avant de passer à la question, là, moi, je regarde l'image qu'on a montrée, là, mais la portion longue n'est pas là en ce moment, là. Non, c'est la fonction. C'est juste pour tout le monde, là, que ça soit clair, là, je bouge quelque chose à l'écran, là, pour essayer de montrer, là, mais c'est ça. On est attaché ici avec la portion longue, ça passe de même. Fait que, il manque un morceau important, ben on en parle tout le temps, puis il est pas là. C'est pour ça que tu peux sur un autre diapo, je l'avais les 2 attaches du tendon, là, si non, attends, je pense que c'est pas. Oups. Non. Non, il me semble que c'est dans les premières. Ouais, c'est ça. C'est pas loin de la révision de l'anatomie. OK, c'est là. Ouais, là, on voit les deux faisceaux. C'est ça, c'est peut-être plus clair comme ça là pour parler du tendon tout le temps. OK, donc est-ce que la problématique de la tendinite de la portion longue, là, de la longue portion du biceps, ça peut aussi causer des douleurs et restrictions dans l'avant-bras? Oui, parce que comme on a vu tantôt, les deux s'attachent. Notre bicep, il part de notre épaule jusqu'à l'avant-bras. Que si j'ai une restriction au niveau de mon épaule, ben c'est sûr que la circulation ou l'oxygénation des tissus plus bas va avoir aussi une incidence. Donc, oui, ça pourrait avoir une incidence au niveau, exemple, de la supination. Majoritairement, ça va être la supination avec notre biceps, là, mais tout est relié avec les fascias aussi, que s'il y a un problème plus haut, ça peut définitivement aller plus bas. Puis, si on n'a pas une bonne circulation, une bonne oxygénation de nos tissus parce qu'il y a une inflammation qui est en haut, ben c'est sûr qu'on peut avoir une faiblesse qui va se reporter, une douleur qui va se reporter. Parfait. Quelqu'un dit avoir déjà reçu des informations comme quoi que les frictions transverses étaient contre-indiquées au niveau de la gaine de la longue portion du biceps, justement pour éviter l'irrigation. Je vais la mettre au tableau là pour qu'on la voit. Là. Ouais. Donc, en gros, que les frictions transverses étaient contre-indiquées. Est-ce que tu as d'informations à ce sujet? Je sais que, je me rappelle le symposium l'année passée, tu avais donné la conférence, tu avais parlé de comment travailler avec des frictions transverses, justement. Ouais, ben en fait, en physiothérapie, on l'utilise encore au niveau de la friction transverse directe sur la gaine puis sur le tendon. C'est des techniques, par contre, qui sont, on parle entre autres des frictions de Cyriax. C'est un 10 minutes non-stop en friction sur le tendon. Que ça, c'est encore fait en physiothérapie. C'est encore quelque chose qu'on peut utiliser. En massothérapie, c'est pas quelque chose pour lesquels on est formé.
Quand on parle de friction au niveau du tendon, habituellement, on reste quelques secondes, 1 minute et demie en général sur notre tendon. Quand on ressent un relâchement, on arrête finalement de faire cette friction-là. Qu'à ce moment-là, oui, en massothérapie, s'il y a une irritation au niveau de notre tendon, d'aller jouer avec la gaine puis d'aller jouer avec le tendon, juste 1 minute, c'est peut-être pas suffisant pour effectivement l'anesthésie, entre guillemets. Là. Quand on le fait en physio pendant 10 minutes, notre but est de recréer des micro-déchirures pour recréer et redémarrer le processus inflammatoire pour que le corps s'auto-guérisse avec l'aide de nos frictions. Puis on réaligne nos fibres. Dans le fond, que s'il y avait des fibres qui étaient mal guéries, ben on les réaligne en faisant les frictions. Tandis que quand on le fait en massothérapie, puis qu'on le fait 1 minute et demie, on fait juste essayer de relâcher notre tendon puis qu'il y ait un apport sanguin qui est augmenté à ce niveau-là. Dans le cas d'une tendinite, vu qu'on est déjà en inflammation, on veut pas nécessairement qu'il y ait une augmentation de circulation qui se crée au niveau de notre tendon ou une irritation parce qu'on sera pas capable de le calmer par la suite. Et c'est pour ça qu'en massothérapie, souvent, dans la plupart des cours, ils vont dire que c'est contre-indiqué d'aller faire une friction transverse sur notre tendon, puis parallèlement la gaine qui est autour de la fond du tendon. Donc, en gros, en massothérapie, on évite ça. C'est ça. Si on veut faire des frictions, on va le faire au niveau du ventre musculaire, du biceps, pour relâcher notre muscle via notre tendon indirectement. Ouais. OK, super. OK, alors Simon-Pierre, salut Simon-Pierre. Il aimerait avoir des informations pour savoir comment devenir massothérapeute sportif. On m'a jamais parlé de ça à l'école et ça m'intéresse. Je sais pas où aller pour m'informer. Je peux laisser le courriel dans le fond de l'Association canadienne des massothérapeutes du sport, puis ceux qui ont des questions par rapport à ça, que ce soit le processus, la formation, la différence, je leur répondrai via le site, que c'est Québec président à commercial csmta.ca que je pourrais leur donner rappel pour leur mettre accessible. Alors, dis-moi là, je vais la mettre en bannière. Attends une seconde. Québec, président. Québec, président à commercial csmta.ca. PA. Bon. OK, c'est bien ça? Québec, président, csmta.ca. Oui, c'est ça. Que les gens vont pouvoir communiquer directement avec moi pour les questions, tout ce qui est par rapport au massage sportif, massage massothérapeute du sport, qui communiquent directement avec moi, puis ça va me faire plaisir de leur répondre. Oui. Donc, juste pour Simon-Pierre, évidemment, il y a une différence entre massothérapeute du sport et faire un cours de massage sportif de 300 heures. Là. Donc, ça, on en a parlé au début. Si tu n'étais pas là, tu peux regarder la rediffusion. OK. Non, je peux lui expliquer aussi, puis leur diriger, ça va me faire plaisir. Exactement. Génial, génial. Merci de tes coordonnées. Là. J'espère que tu ne seras pas trop occupé à répondre à des courriels, mais de toute façon, on a le temps. En confinement, j'ai un peu trop de temps, donc ça va. Oui, on va continuer à répondre à la question. Alors, il y a plein de gens qui nous disent merci. Vraiment, c'est très apprécié de votre reconnaissance là, dans les messages. Merci énormément à tout le monde. Ensuite, Sylvain, que pouvons-nous faire lorsque soi-même nous avons une tendinite de ce type-là, mais que nous devrions continuer notre travail au jour le jour pour réduire notre propre douleur en fin de journée? Si on parle, mettons, d'auto-traitement, on va y aller avec la glace, qui est la première chose qu'on peut faire. Quand on sait qu'on a une irritation ou qu'on a de la douleur, de se soulager au quotidien avec la glace, c'est quelque chose qui, à la base, va nous aider. Mais on va revenir quand même à la même chose. Idéalement, c'est quand même d'aller consulter en physiothérapie pour avoir un programme de renforcement parce que chaque personne a des faiblesses qui sont un peu différentes. Il faut quand même prendre ça au sérieux dans le sens que nous, on travaille beaucoup avec nos bras, on travaille beaucoup avec une posture qui est quand même enroulée un petit peu parce qu'on va aller pousser vers l'avant avec nos manœuvres. C'est de quand même pas prendre ça à la légère. Je comprends qu'on est obligé de travailler quand même le salaire et tout, mais parallèlement à ça, il faut quand même penser à nous si on veut être capable de durer aussi dans le métier. Donc, c'est de prendre les moyens pour avoir un bon programme de renforcement. À la limite, apprendre à se faire des auto-tapings, ça se fait. Pour essayer de corriger notre posture, c'est d'essayer de faire attention à nos manœuvres quand on masse pour essayer d'être le plus possible aligné. On le répète dans la plupart des cours. Ton alignement est important. La façon que tu vas mettre la pression sur la personne est importante pour que toi, tu te blesses pas.
c'est d'aller faire du renforcement, d'essayer de le relâcher le plus possible, puis d'être suivi en masso, en physio, pour traiter ta blessure parallèlement au fait que tu continues à travailler. Ouais, et bon, je rappelle que les physios travaillent toujours pour les urgences, donc il y a moyen d'avoir des consultations à distance avec les physios, hein? Ouais. Ouais. Tu sais que comme nous, à notre clinique, c'est un physio qui est, dans le fond, on appelle à la clinique, la situation, elle est évaluée par notre propriétaire, puis s'il juge que c'est une urgence, il va avoir un physio qui va se déplacer en clinique pour aller faire l'évaluation. Donner des exercices et des choses comme ça. Puis par la suite, il peut avoir de la télé-réadaptation qui se font en physiothérapie pour valider si les exercices se font correctement, pour faire un suivi avec le patient. C'est quelque chose qui se fait. La plupart des cliniques de physiothérapeutes l'offrent, de physiothérapie, excusez. Puis il faut juste appeler à la clinique, voir c'est quoi les procédures spécifiques à chaque clinique. Super. OK. Est-ce que les pompes peuvent être un bon exercice pour renforcer le sous-scap? Comment renforcer le sous-scap? Le sous-scap, c'est un muscle qui est très spécifique, donc les pompes vont travailler beaucoup nos pectoraux, pas vraiment le sous-scapulaire. Le sous-scapulaire, c'est un petit peu plus complexe à renforcer, mais il faut être couché sur le dos. Imaginez, ça c'est mon lit. Je vais essayer de me mettre devant la caméra, là. On voit sur mon bras, oui. Je suis à peu près à 45 degrés, donc je vais venir mettre une serviette en dessous de mon bras pour le surélever un petit peu vers l'avant. Puis, mon but, c'est juste de faire une rétraction scapulaire. Donc, je veux emmener ma tête humérale en postérieur, puis en bas. C'est vraiment juste ça, le muscle du sous-scapulaire pour le renforcer. Évidemment, on est couché, puis mon bras est soutenu. Puis, je le tiens à peu près à 45 degrés comme ça dans les airs. Puis, le muscle qu'on veut travailler, c'est celui qui est dans l'aisselle. Donc, vous pouvez mettre vos doigts dans l'aisselle, puis voir si c'est celui-là ici qui contracte quand je viens faire mon mouvement. Et ça, c'est la façon de renforcer mon sous-scapulaire de façon précise. OK. C'est beaucoup moins exhaustif que, mettons, les pompes qu'on fait, qui vont aller travailler beaucoup les pecs, mais très peu le sous-scapulaire. OK. Est-ce que tu as des étirements pour le petit pec? Des auto-étirements ou des étirements en masso? C'est pas précisé. C'est pas spécifié. En massothérapie, dans le fond, ce qu'on peut faire pour venir étirer le petit pec, parce que le petit pec est vraiment en dessous ici, au niveau, je vais tasser mes cheveux, et il est comme ça, le petit pec. Il est vraiment à l'intérieur, en dessous de notre grand pectoral, que ça va être de venir chercher notre clavicule, puis vers nos côtes, puis de juste faire un glissement, puis d'abaisser en massothérapie. Si on veut le faire en automassage, ça va être plus des petites pressions, puis d'aller chercher mon petit pec. On peut aller chercher aussi en dessous de notre pec, puis remonter, puis aller faire une pression sous le petit pectoral. Que ça, c'est les façons d'aller chercher. En massothérapie, si on fait un massage à quelqu'un, on peut aussi aller le chercher ici. Allez-y très doucement, par contre. C'est vraiment désagréable. Mais on peut y aller très graduellement pour le relâcher. C'est assez efficace comme manœuvre. OK. Ensuite, d'autres questions. Il y a une question que je ne comprends pas. Tu peux la mettre à l'écran, je vais peut-être pouvoir t'aider. Donc, à comprendre qu'il s'agit de travailler le pec en massage assis en plus. Je pense que c'est la suite d'une question. Moi, je le travaille personnellement toujours couché parce que les muscles autour sont relâchés. Je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais si il y a des façons de le relâcher assis, effectivement. Personnellement, moi, je le travaille toujours couché parce que tous les autres muscles sont relâchés. La personne, elle peut vraiment s'abandonner, puis on peut rentrer plus profondément, très graduellement. C'est plus facile d'aller le chercher. Je ne sais pas si ça répondait à la question, mais... Ben, on va voir. On fait de notre mieux. OK. Il y a quelqu'un qui demande le massage avec la glace, c'est-tu recommandé? Pour les tendinites, ça peut faire du bien, effectivement. C'est un massage, dans le fond, au lieu de mettre un 10 minutes de glace sur notre articulation, on fait un 2 minutes directement avec la glace sur notre portion du tendon, que oui, ça peut aider. C'est des techniques qui sont plus rapides. C'est pas tout le monde, par contre, qui le tolère parce que vu que c'est du froid directement, 2 minutes, puis il n'y a pas de serviette ou de médium entre les deux. C'est très, très intense au niveau du froid. Mais si on le tolère, c'est une technique qui est très bien qui est très bien au niveau du tendon parce que c'est très direct et ça vient le geler rapidement. OK.
All right. On a encore un bon 5 minutes. Écoute, es-tu capable de répondre en une phrase à plein de questions? Genre, je te shoot la question et tu réponds en une phrase? Je vais essayer, oui. On va essayer de faire le plus qu'on peut encore. Donc, un liquide cryogénique est-il recommandé? En physio, on essaie de ne pas l'utiliser pour plein de raisons parce que c'est trop agressif, mais je sais que dans certains pays, ils le font. OK. Une phrase, c'était bon. OK. Faut que je trouve les questions. Il y a plein de gens qui écrivent toutes sortes de choses. Il y a des gens qui sont très contents qui nous disent merci. OK. Est-il préférable de masser toujours en direction de la tête humérale? Moi, personnellement, je masse toujours vers la tête humérale parce que ça s'en va vers les ganglions, donc ça facilite le drainage. Notre inflammation étant à ce niveau-là, on veut le remonter, pas le descendre. Donc, idéalement, oui, on va masser toujours vers la tête humérale. Oui. Quelqu'un demande tes coordonnées. Donc, on a indiqué ton courriel pour l'Association canadienne des massothérapeutes du sport. Toi, tu pratiques à Repentigny, c'est ça? Moi, je pratique au Action Sport Physio à Repentigny. Principalement, je fais aussi un petit peu de domicile, mais c'est plus rare. Ils peuvent quand même passer par le Québec président. Là, je leur répondrai personnellement. Ben oui, ben oui. All right. OK. Écoute, il y a des tonnes de personnes qui disent merci et qui sont super contents. Écoute, tu iras voir les commentaires après, là, Annie, là, c'est super beau à lire, ça va te faire chaud au cœur. C'est quoi ça? What is the technique de petit chou? Aucune idée, je m'excuse, je sais pas c'est quoi. Okay, peut-être qu'il y a quelque chose qui a mal été compris. OK, ben regarde, je vais te mettre des petits merci, là. Ça doit être le deep tissue qui a mal compris, probablement. Ah, technique de deep tissue. Ouais, petit chou. ça doit être ça. Le deep tissue, c'est une technique qui est plus profonde. Faudra aller voir les descriptions là, exactement parce que j'ai pas le cours officiel. Il y a moyen d'apprendre plus sur le deep tissue sur Internet. Il y a une petite recherche Google. OK. Mais je pense que la personne anglophone n'était pas habituée d'entendre un francophone dire un mot anglais, fait qu'elle a essayé de comprendre ce que ça voulait dire. C'est possible. En français. Petit chou, j'aime ça. OK. Je te mets quelques beaux petits messages pour toi. Merci tout le monde, c'est vraiment apprécié. OK, une belle question ici. Je suis arrivé en retard. Peut-être que ça a déjà été répondu. Dans le cas d'une tendinite en phase chronique, est-ce que le renforcement du biceps peut être utile? Habituellement, en phase chronique, faut essayer de redéclencher le processus, dans le fond, inflammatoire pour repartir parce que sinon, on reste avec cette problématique-là. Puis le renforcement, on va toujours y aller, dans le fond, avec excentrique en premier, concentrique par la suite, puis on va y aller graduel selon la tolérance du patient. Mais oui, on essaie de l'inclure dès que possible. Ouais, all right. OK, écoutez, là, il y a quelqu'un qui pose la question, on se revoit quand? Donc, j'ai pas d'autres questions sur le contenu. On aurait terminé notre 90 minutes avec tout ça. Écoutez, ça s'est bien passé. On est très heureux de votre présence et on est très heureux aussi de tous ceux qui nous écoutent en rediffusion. Donc, je vais te laisser un mot de la fin, Annie, mais je veux juste rappeler quelques trucs avant de passer à ça. Donc, là, je vais vous montrer le calendrier des formations. Donc, on a fait sur le site de la FQM un petit calendrier. C'est dans la section Actualité. Et puis, OK, j'ai enlevé les choses ici là, pour que on voit bien. Donc, sur le site de la FQM, vous allez dans Actualité. Et puis, vous allez voir ça ici. Vous allez voir cette petite icône avec les livres. Vous allez là-dessus. Le lien est dans la description de cette vidéo, donc vous n'avez pas à chercher très loin. La description se trouve en haut de la vidéo. Ici, on a un petit mot de la FQM pour vous dire pourquoi qu'on fait ces capsules gratuites pendant le confinement. Et puis, programmation avec plus de dates à venir. Donc, en ce moment, on a 3 dates. Vous pouvez réécouter le système lymphatique avec Michel Hide. Le lien est ici. Vous pouvez la réécouter, remplir le questionnaire. Les capsules vont rester en ligne pendant tout le confinement, c'est certain. Donc, ensuite, je vais ajouter le lien direct vers ta vidéo ici, Annie. Toi, tu es là. Et puis, la semaine prochaine, donc on se voit après Pâques,
le mercredi 15 avril à 3 heures l'après-midi. Et on a l'entretien motivationnel en relation d'aide. Donc, on tombe dans une autre sphère de notre travail avec une psychologue de renommée internationale qui a parlé au Symposium 2019 de la FQM. Donc, c'est vraiment tout autour du sujet de comment éveiller l'engagement de notre client envers son propre changement. Comment le motiver, mais pas nous le motiver, mais éveiller la motivation en lui. Donc, c'est une psychologue qui est très calée dans son sujet et puis ça va nous amener plein d'idées. Donc, ensuite, en bas, là, on va avoir toutes sortes de consignes, là, de questions fréquentes, d'instructions pour participer. Et puis, vous allez voir ici sur cette page-là de nouvelles formations apparaître. Ça se fait graduellement et puis ça va être annoncé à chaque semaine. Au début de la semaine, on envoie une infolette aux membres et puis on annonce ça aussi sur le groupe des membres Facebook. Donc, ça, c'est pour la suite des choses. Merci de nous suivre. Et puis, les questionnaires il y a quelqu'un qui a demandé ça plus tôt. J'ai combien de temps pour remplir le questionnaire? En fait, tant que la capsule est en ligne, vous pouvez la faire remplir le questionnaire. Évidemment, c'est mieux de faire le questionnaire pas longtemps après pour se rappeler des réponses. Vous pouvez avoir à réécouter toutes, malgré que c'est une mauvaise chose d'écouter 2 fois le truc pour assimiler. Mais voilà, donc c'est un peu ça, comment ça fonctionne. Voilà, je vais juste vérifier s'il y a une dernière question avant ton mot de la fin. Et on a plein de gens qui nous disent merci. Merci beaucoup à vous. Vous êtes vraiment super. Dernière question. Est-ce que la tendinite peut être sans trop de douleur, mais devenir une tendinite de l'avant-bras? Ben oui, chaque personne va réagir différemment. Qu'il y en a que ça va prendre du temps avant qu'il y ait vraiment des symptômes, mais qui vont sentir, par exemple, une petite faiblesse ou excusez, je perds la voix, qui vont sentir une faiblesse ou qui vont sentir que c'est pas tout à fait pareil, puis graduellement la douleur va s'installer. Puis il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques pour plusieurs pathologies. Donc, si on a quand même, exemple, une douleur dans certains mouvements précis, mais ça reste pas ou c'est juste dans certaines tâches, ça peut quand même être une tendinite. Faut voir, là, faut l'évaluer. Mais oui, c'est possible. OK. Puis là, la personne demande tendinite de l'avant-bras, c'est très flou, ça, là, parce qu'il faudrait parler du muscle impliqué, là, mais... Ouais, souvent, les tendinites à ce niveau-là, ça va être les nosépicondylites, là, qui sont au niveau des coudes. Souvent, ça vient, si on repart des capsules, là, mais c'est le même principe que l'épaule, là, ça va être une biomécanique qui va être pauvre, donc une irritation au quotidien qui va se faire, puis graduellement, ça va devenir une tendinite, puis ça peut apparaître même du jour au lendemain, mais ça faisait des mois qu'on l'accumulait. Que oui, faut voir, là, c'est sûr que c'est dur à dire comme ça, mais il faudrait évaluer, il faudrait voir qu'est-ce qu'il y en a. Mais oui, c'est possible. OK, super. OK, je vais répondre à 2 dernières questions, puis je te laisse un mot de la fin. Donc, est-ce que la formation sera en ligne? Oui. Tout de suite après qu'on termine, ça va être en rediffusion. Donc, ça va rester là pendant tout le confinement, publiquement, et vous pouvez remplir le questionnaire pour avoir vos heures. Et ce qui amène à l'autre question, est-ce que les gens qui sont pas masso, mais TRP en ligne peuvent remplir le questionnaire et obtenir les heures? Non, c'est une formation qui est offerte aux membres de la FQM, malgré qu'elle est publiquement disponible pour tous, pour que tous les massothérapeutes puissent en profiter. Mais vous comprenez que c'est seulement 1h30 et on va pas sortir des accréditations pour tout le monde là, pour 1h30. On a eu la dernière formation, 200 personnes qui ont rempli le formulaire. Donc, c'est tout simplement pas gérable. Donc, si vous souhaitez avoir des heures reconnues, ça serait bon de suivre les formations payantes. Donc, merci pour votre compréhension à ce sujet-là. Et puis, on va prendre... OK, non, ça, c'est pas une question, c'est un commentaire. OK, super. Bon, donc, c'est ça. Merci tout le monde. Vous êtes extraordinaires. Et puis, Annie, un mot de la fin. Allez, c'est à toi. Ben, encore un gros merci, sincèrement, d'avoir pris ce temps-là pour venir nous écouter. Je sais que le confinement, c'est peut-être pas toujours facile, mais au moins, si on peut rester mentalement actif puis essayer de perfectionner nos trucs ou d'optimiser nos connaissances, ben, profitez-en. Puis c'est vraiment génial à la FQM que vous fassiez ça aussi. Donc, je suis contente de pouvoir participer à ceci. Yes. OK, salut tout le monde. À bientôt la semaine prochaine, mercredi le 15. Prochaine capsule. Ciao! Bye bye!